RCF. Olivier Duhamel, vous souhaitiez rajouter quelques précisions par rapport à Lydéric et Finard. Il y a une spécificité quant à la manière dont tout cela a été créé à l'époque. Lydéric et Finard ont été sculptés ici dans le béton frais qui venait d'être coulé par Carlos Arabezol, donc un sculpteur toulousain qui a travaillé sur cette œuvre. Et c'était l'une des premières fois qu'on utilisait le béton en le sculptant frais comme un autre matériau qu'on peut utiliser pour de la statuaire. Donc c'était plutôt exceptionnel à l'époque. De toute façon, dans le beffroi ici, on voit une grande utilisation de la brique et du béton. Le béton remplaçant la pierre de Lezennes traditionnelle. On est toujours dans cette bichromie, on est entre le rouge et grosso modo le blanc, sauf qu'ici on n'a pas de la pierre de Lezennes, on a du béton qui est le symbole de la modernité et qui se montre alors que depuis la fin du 19e, on le cachait. Derrière des plaquages de briques par exemple, ici le béton est noble et on va voir tout au long de l'ascension du beffroi des fleurs de lys, des décors, des chapiteaux moulés en béton et c'est plutôt exceptionnel. Comment les Lillois à l'époque ont-ils accueilli justement cette mise en scène du béton, en tout cas le fait qu'on ne le cache plus? Cette utilisation du béton, c'est sûr, c'est une nouveauté qu'on retrouve dans l'art déco assez majoritairement, comme je disais tout à l'heure. On reste dans une continuité historique aussi, comme je vous le disais, avec cette polychromie. Donc on rentre ici dans quelque chose qui ressemble un peu à de l'architecture néo-régionaliste, néo-flamande. Donc on reste dans une continuité traditionnelle et ça ne choque pas. Après, effectivement, le beffroi, lui avec ses 104 mètres de haut à l'époque, est relativement différent de ce qui se faisait. C'est le bâtiment le plus haut du monde à l'époque en béton armé et va le rester pendant quelques décennies. Et encore aujourd'hui, c'est le bâtiment municipal le plus haut de France et le plus haut des beffrois d'Europe. Olivier Duhamel, responsable de l'équipe ici du beffroi de Lille, continue de nous accompagner dans cette exploration sur RCF Hauts-de-France. Alors Olivier Duhamel, on s'est intéressé à ce qu'était le beffroi en tant que tel, sur le plan architectural de l'extérieur, un peu sa signification au moment où il se dresse. On peut rappeler peut-être l'année? Alors le beffroi, c'est 1929-1932. Ce beffroi, donc, il s'intègre dans un quartier qui d'ailleurs a beaucoup changé depuis le Moyen-Âge, ce quartier Saint-Sauveur, avec à 2 pas l'hospice Saint-Sauveur, devenu hospice gantois après la mort de Jean de Gand. Et puis il y a des choses beaucoup plus contemporaines autour de nous. Oui, le quartier Saint-Sauveur est assez éclectique en fait. Parce que c'est un quartier qui est assez ancien, donc c'est le Moyen-Âge, et pas beaucoup plus tardif que le quartier central accueillant la Grand Place, qui était le marché à ciel ouvert du centre-ville, depuis les origines de la ville. Saint-Sauveur a évolué très différemment par contre des alentours de la Grand Place et du Vieux-Lille, parce qu'on y a systématiquement détruit et reconstruit. C'est vrai que Saint-Sauveur, à partir des années 20, on a tendance à voir le requalifier, à vouloir détruire, rebâtir des axes plus larges, quelque chose de plus aéré. On va dire qu'on est un petit peu dans la notion d'hygiénisme qu'on connaît pas mal fin 19e, début 20e. Et puis ici, du coup, c'est pas anodin de voir que l'hôtel de ville se trouve dans ce quartier, parce qu'auparavant, il se trouvait justement aux abords de la Grand Place. Là, les Chevinal au 16e, était sur la Grand Place. Ensuite, c'est passé dans le Palais Riour, au 17e puis 19e, dans un palais plus contemporain qui a disparu. Il a fallu d'ailleurs proposer un nouvel hôtel de ville après que l'hôtel de ville a brûlé celui du Palais Riour en 1916. En avril 1916, tout à fait. Un petit défaut de conception électrique qui a embrasé l'hôtel de ville de l'époque. Et puis donc, dans le quartier Saint-Sauveur, on avait justement du terrain pour pouvoir bâtir. Donc on construit de manière un petit peu excentrée dans ce quartier qu'on veut rénover. Et donc on y bâtit ce bâtiment qui n'a pas été achevé en fait, qui devrait être beaucoup plus grand, beaucoup plus monumental, mais qui reste aujourd'hui assez imposant mine de rien avec son beffroi. Il aurait dû s'étendre dans quelle direction? Il aurait dû s'étendre sur ce qui occupe aujourd'hui le parvis de l'hôtel de ville, puisqu'on aurait dû avoir des ailes qui n'ont pas été construites, qui auraient dû être intégrées dans le plan original avec salle des fêtes, etc. On aurait dû être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus monumental, mais ça a été grosso modo complété par l'œuvre de Patou en 1994, qui est aujourd'hui l'accueil actuel de l'hôtel de ville. Et dans un quartier donc qui a beaucoup changé, on l'a dit, est-ce qu'il avait spécifiquement souffert notamment de la Première Guerre mondiale, ce quartier Saint-Sauveur qui était un quartier très ouvrier. On sait que certains axes ont pas mal souffert, notamment la rue du Molinel par exemple, qui a été largement rebâtie avec beaucoup de constructions qui ont été détruites pendant la Grande Guerre. Est-ce que c'était le cas ici à Saint-Sauveur? On a effectivement des destructions pendant la Première Guerre, donc tout autour de Molinel. Depuis la gare, on faut en fait grosso modo jusqu'à l'entrée de Saint-Sauveur. On a rebâti d'ailleurs ultérieurement beaucoup de choses en art déco qui sont plutôt sympas à découvrir quand on en a l'occasion. Mais ici, Saint-Sauveur, c'est plutôt une destruction et une reconstruction systématique à partir des années 50 jusqu'aux années 2000, jusqu'à aujourd'hui tout simplement. Donc on va avoir beaucoup de bâtiments des années 50, des bâtiments administratifs, 60, 70. Au loin, on voit la cité administrative qui correspond à cet esprit de concentration des services publics. On y voit des bâtiments qui vont s'étaler sur toute la seconde moitié du XXe siècle et le début du XXIe.
Et puis on a des bâtiments aussi là-dedans qui sont des confettis d'histoire, si vous voulez, qui se retrouvent intégrés dans cette ville contemporaine. On va pouvoir parler par exemple de l'Ermitage gantois, dont vous parliez il y a quelques petites secondes. On va parler de la cour des Brigittines, qui est aussi des lieux un peu secrets, mais emblématiques de ce que pouvait être le quartier Saint-Sauveur avant son évolution du XXe siècle. Et la porte de Paris qui est également est juste à côté. Exactement, puisque la porte de Paris, anciennement porte des Malades, avant la conquête par Louis XIV, était l'entrée sud de la ville de Lille. Et puis quand on développe les quartiers industriels de la ville de Lille à partir de 1858, dans le dernier agrandissement, pour intégrer Moulins et Oisem par exemple, on va repousser les fortifications beaucoup plus au sud, du côté de Porte Douai, Porte d'Arras, Porte de Valenciennes, etc. Et puis cette porte de Paris reste intégrée au milieu de son rond-point. Et aujourd'hui, ce qu'on a, grosso modo, ça peut être comparé à un arc de triomphe, à la gloire de Louis XIV, qui était le souverain. Alors Olivier Duhamel, on a parlé un petit peu de ce parvis du beffroi de l'hôtel de ville, on a parlé un petit peu de la place qu'il prenait dans ce quartier. Très brièvement, dans le premier épisode, on évoquait le fait que les beffrois tiraient leurs racines notamment du Moyen-Âge. C'est peut-être une notion qui mérite d'être développée davantage. Souvent, les gens vont nous demander ce que c'est qu'un beffroi, effectivement, à quoi ça peut être utile, à quoi ça peut servir, parce qu'on est quand même parmi les seules régions de France où on va trouver ce type d'architecture, effectivement typique d'une époque précise du Moyen-Âge, ce qui fait d'ailleurs que ces beffrois de la région, du moins 23 d'entre eux, ont été classés en 2005 au patrimoine mondial de l'humanité, en rejoignant environ 25 beffrois belges de l'autre côté de la frontière. Et c'est quelque chose qui dans d'autres régions, notamment je pense dans le sud, existe sous un autre nom, on parle là-bas de campanile. Exactement. Alors c'est quelque chose qu'on va retrouver en fait dans différentes régions d'Europe qui connaissent le même essor urbain, on va dire au XIIIe siècle. Ça peut correspondre au nord de l'Italie, ça va correspondre un petit peu à certains coins de la Catalogne aussi. Et c'est dans ces zones où les villes et leur bourgeoisie se développent au XIIIe siècle. On a à nouveau un essor des cités après des siècles un peu plus barbares, on va dire entre guillemets, comme on a l'habitude de parler du Moyen Âge. Donc oui, ces beffrois sont vraiment typiques pour ce qui nous concerne de cette partie du nord-ouest de l'Europe, entre le tout nord de France, la Belgique, un petit morceau des Pays-Bas, un petit morceau d'Allemagne. Eh bien merci Olivier Duhamel, je pense qu'il va être temps de grimper à l'intérieur de ce beffroi et pour ça, je vous suis.